Bonjour Ambre, merci pour ta présence ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours scolaire et éventuellement de tes centres d'intérêt? Bonjour, du coup, moi c'est Ambré Chevard, j'ai 21 ans. J'ai un cursus assez atypique, c'est-à-dire que, quand, j'ai fait, un collège général, en troisième, j'ai fait un stage en pharmacie et je voulais, travailler dans le domaine médical, donc travailler en laboratoire, pharmaceutique. Donc pour ça, j'ai fait, un lycée où je pouvais, faire donc une première générale technologique. Donc du coup, STL, donc c'était sciences techniques du laboratoire. Donc j'ai voulu faire ça aussi pour, avoir, plus, de matière pour les études supérieures. Donc une fois que je suis arrivée donc en première STL, où c'était en biologie, heu, le, la découverte du métier, n'était pas du tout comme je l'imaginais. C'était pas du tout comme je pensais. J'étais pas très à l'aise en physique maths alors qu'il fallait avoir de très bons résultats. Donc j'avais de mauvais résultats, mais on savait pas d'où ça venait. On me disait que ça venait de mon travail personnel, que je mettais pas assez du mien, alors qu'au final par la suite on verra, pourquoi j'ai su, pendant mes études supérieures, pourquoi j'avais des difficultés. Et donc pendant cette première année, donc en première, j'ai eu des difficultés, j'ai eu du mal, j'aimais pas ce que je faisais. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, va juste essayer de falloir, trouver quelque chose d'autre à faire plus tard». Et c'est hyper compliqué parce que, quand on est au lycée, on nous demande de savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ou même au collège, mais on est trop jeune et on n'a pas assez d'expérience pour savoir. Donc c'est un peu le flou et c'est un peu compliqué comme, épreuve à passer, mais au final, on s'en sort toujours. Et même dans tous les cas, même à l'heure d'aujourd'hui, du haut des 21 ans, ça certains ne savent pas ce qu'ils veulent faire non plus, donc il faut pas se mettre la pression de: «Faut absolument que je sache qu'est-ce que je veux faire plus tard», parce qu'on va forcément changer de métier. On est dans une génération, pardon, qui est comme ça. Heu et du coup, je me suis, plongée dans le sport en parallèle. J'aimais beaucoup le sport, donc je me suis dit, «Bon, pourquoi pas faire après mon lycée un cursus dans le sport». Et j'aimais aussi beaucoup le maquillage, donc c'était une époque, où j'avais envie, de faire de l'esthétique aussi, où, j'apprenais à faire les ongles ou des choses comme ça, donc je me suis dit: «Pourquoi pas, trouver un métier en laboratoire, mais plus, dans la cosmétique». Donc j'ai vu qu'il y avait donc des BTS qui proposaient pardon, ce cursus-là, qui au final donc arrivé donc en terminale, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» Donc sur Parcoursup, on nous demandait de faire, plusieurs choix. Comme j'étais dans une voie technologique et on me disait comme quoi donc j'allais être prise dans tous les BTS que j'allais demander. Je voulais faire STAPS aussi, on m'a dit: «Non, jamais tu seras prise en STAPS». Et donc j'ai mûri, je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien faire kiné, ça pourrait être super sympa». Donc j'ai fait un stage en terminale, pendant les vacances scolaires, avec une kiné, pour voir si j'aimais vraiment le métier, si c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai fait un stage, ça m'a plu et j'ai vu qu'il fallait faire médecine en France pour faire kiné ou alors faire, STAPS mais avec une majeure et une mineure, médecine. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des écoles au Portugal et en Espagne pour faire kiné. Alors, c'était, un projet que mes parents me soutenaient. Je me suis dit: «Bon, je vais partir au Portugal faire kiné dans une école française là-bas». C'était très cher l'année, c'était plus de 6 000 € l'année. Donc du coup, c'était des démarches importantes. Fallait passer, des entretiens, fallait montrer qu'on était fort en espagnol alors que j'ai fait allemand depuis la sixième. Donc c'était un peu complexe. Et donc ensuite, donc j'ai passé les concours, les sélections. J'ai pas été retenue aux premières sélections. Donc j'ai rempli mon Parcoursup où j'ai mis donc STAPS. J'ai mis des BTS cosmétiques un peu partout en France. Je les ai tous mis. Tous ceux où je pouvais faire, je les ai tous mis. STAPS, j'ai mis que à Nantes. Et comme je suis passionnée d'histoire, j'avais mis une fac d'histoire. Voilà. Et jour des résultats de Parcoursup, du coup, j'étais prise en fac d'histoire à Poitiers et j'étais en liste d'attente sur STAPS, mais j'étais très, proche, j'étais 70e je crois sur la liste d'attente et donc nos profs nous avaient dit que quand on était
pris, quand on était en 70e dans les listes d'attente, souvent on était pris. Donc j'ai été prise en STAPS. J'ai choisi STAPS et j'ai été prise dans aucun des BTS. Aucun. Les BTS, on nous avait dit oui, vous allez être pris dans tous les BTS et tout, vous inquiétez pas. J'ai été pris dans aucun, j'ai été refusée dans tous, même pas une file d'attente. OK. Ça a dû te faire bizarre du coup, parce que partir sur des certitudes sur lesquelles tes profs t'avaient envoyé, qui se sont révélées fausses, et finalement ce sur quoi on t'avait dissuadé de te projeter, s'est révélé l'option que tu as choisie. Ah mais c'était horrible parce que je me suis dit, tous les profs m'avaient dit que jamais j'allais être prise en STAPS parce que j'avais un parcours technologique, j'avais des mauvais résultats, dans les sciences, et que j'allais jamais être prise, et au final j'ai été prise et par contre les BTS, je suis tombée de haut. Je me suis dit: «Waouh» et j'ai plusieurs amis qui avaient mis, des BTS biochimie, donc qui étaient en rapport complet avec ce qu'on faisait, qui n'ont pas été pris aussi. En fait, on OK. nous mentait sur le BTS comme quoi tout le monde allait être pris, parce qu'on avait fait une voie technologique et en fait, bah, pas du tout. Ou en tous les cas, ça Donc suffit pas et qu'il faut peut-être avoir des résultats à un certain niveau, ce qui était peut-être pas ton cas, et ça c'est, mais OK, tu vois, je savais pas qu'effectivement, c'était le message que les profs renvoyaient. si. Juste pour confirmer, du coup, tu as été jusqu'au bout de ton bac STL? Et j'ai été jusqu'au bout de mon bac STL, très dur, c'était très compliqué. J'ai eu mon bac à 10,60 en ayant un 4, en physique maths, mais je l'ai eu et en fait, je savais, j'avais des facilités dans d'autres matières. Donc je mettais toutes mes chances de mon côté dans les autres matières et après, donc j'avais vraiment beaucoup, beaucoup révisé. Par contre pour le bac, niveau, physique, et maths, les autres matières, j'avoue, j'avais pas trop révisé. Mais, physique, maths, j'avais mis toutes les chances de mon côté, et biologie aussi et au final, j'ai eu des résultats catastrophiques, mais j'ai quand même eu mon bac. Donc moi, mon objectif, c'était d'avoir mon bac, pas de mention. Je savais que dans tous les cas, ça serait compliqué. Mais donc, j'ai eu mon bac et j'ai choisi donc de partir en STAPS à Nantes. Donc, faut trouver un appartement parce que moi, je suis pas nantaise. Donc, faut trouver vite et en fait, on est début juillet, donc il y a très peu d'appart. Donc, je trouve mon premier appart et quand je me suis inscrite donc à la fac après, parce qu'en fait, quand sur Parcoursup, on valide notre choix, plusieurs semaines après, on reçoit un mail de l'école comme quoi il faut s'inscrire et tout. Donc je fais les démarches pour m'inscrire et là donc je vois, que je suis acceptée donc en STAPS, mais pas en STAPS, comme tout le monde connaît. Donc j'étais, en STAPS plus. Donc je me dis: «Bon bah OK, je verrai» et en fait, je lisais en fait comme quoi je ferais ma L1 sur 2 ans avec des matières en plus. Donc je me dis: «OK, bon on verra». Donc j'arrive donc à la fac, je fais ma rentrée et on nous explique en fait que nous, ils nous ont pris en STAPS, mais on n'a pas le niveau pour, parce qu'on vient d'une filière générale ou d'une filière professionnelle et pas d'une filière technologique, pardon, et professionnelle et pas générale. Et donc du coup, on fait notre L1 sur 2 ans, donc on a la moitié des matières la première année et l'autre moitié la deuxième année. Donc on a moins d'heures de cours, mais les heures de cours qu'on n'a pas, elles seront remplacées par d'autres, donc expression orale, et écrite. Donc on commence l'année, donc ça me plaît. Juste, les cours magistraux, j'aime pas trop parce que très prise de notes et c'était très compliqué pour moi. Et à un cours donc d'expression écrite et orale, on avait donc le projet Voltaire à faire. Donc moi, je ne connaissais pas le projet Voltaire, j'en avais jamais entendu parler et donc la professeure, du coup, nous fait faire le projet Voltaire et donc en fait, c'était pendant 1 heure pour évaluer notre niveau et là, on voit que moi, j'ai un niveau médiocre, catastrophique, tout ce que vous voulez, horrible. Et donc elle vient me voir, elle me dit: «Bah, est-ce que tu es dyslexique?» Je dis: «Bah, non, moi je sais pas». Elle me dit: «Bah, j'aimerais bien que tu ailles te faire diagnostiquer, voir si tu es dyslexique ou pas». Donc je fais les démarches et au final, donc on se rend compte que je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculique et que c'est pour ça que j'avais autant de lacunes avec les chiffres en maths, physique et que du coup, j'avais beau travailler sur ça et bah, il me demandait encore beaucoup plus d'efforts pour, réussir à faire quelque chose au même niveau que les autres révisés. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai compris mes lacunes
tout le long de mon lycée dans la filière scientifique. Comment tu t'es sentie à la découverte de ces multidis? Parce qu'au final, aucun de tes profs, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée, ne l'avait remarqué. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? J'avais eu des cours quand j'étais toute petite en primaire de dyslexie parce que j'avais un problème avec les P et les B, ou les M ou les N, je sais plus trop. Mais on m'a jamais diagnostiqué quand j'étais plus jeune. Et les profs ont toujours reproché que c'était du travail à la maison qui manquait, qu'il fallait que je travaille plus. Donc, sur les bulletins, c'était ça. Donc, à la maison, mes parents étaient un peu en colère, mais sans grosse colère, en disant, bah, faudrait que je travaille plus, faudrait que tu aies des meilleurs résultats. Et en fait, pour moi, je savais que j'avais un problème. Déjà, ça s'entend un peu à l'oral que j'ai du mal. J'avais des gros problèmes avec la lecture. Je n'arrivais pas à lire une page entière d'un coup. Il fallait que je lise plusieurs fois la page pour comprendre. Mais moi, ça m'a pas alertée. Enfin, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui dire, oui, bon, bah voilà quoi. Et quand du coup, j'ai été mis au pied du mur en bah, t'es dyslexique, dysorthographique et dyscalculique, bah ça m'a fait un choc. Mais en même temps, ça m'a rassurée. Je me suis dit, en fait, c'est pas moi le problème. Enfin, je me donne les moyens pour, mais c'est juste que c'est la gymnastique de mon cerveau qui a un problème. Donc en fait, ça m'a rassurée en me disant que, bah, en fait, j'ai travaillé chez moi, j'ai donné du temps personnel à mes devoirs, les choses comme ça. Si j'avais pas de résultats, OK, j'aurais peut-être pu travailler encore plus, mais c'est que genre, je suis dyslexique, dyscalculique, donc c'est ça le fin mot du problème. C'est pas moi, c'est la dyslexie. Et du coup, est-ce que tu as, je sais pas, été suivie par une orthophoniste pour régler alors, on règle pas vraiment ces problèmes, en fait, on trouve des astuces pour contourner les problèmes. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai donc l'orthophoniste qui m'a fait le diagnostic était adorable et donc elle m'a proposé donc de la voir une fois toutes les 2 semaines, non toutes les semaines, dans un premier temps et toutes les 2 semaines, au fur et à mesure, où, j'allais m'améliorer. Donc j'y allais, tous les lundis, je crois, de midi à 13h et on a beaucoup travaillé sur ça. On a travaillé sur ma lecture. Elle m'a donné des astuces. En fait, on a revu toutes les bases de français, donc COD, COI, toutes les choses comme ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, surtout avec les E et les ER. J'arrive pas à avoir la gymnastique du mordu. Moi, j'utilise le mot mordu pour savoir si c'est E ou ER. Et j'ai encore énormément de lacunes sur ça. Donc, j'essaye de travailler. Mais sinon, maintenant, je lis beaucoup. J'arrive à lire. Donc, pas tous les livres. Il faut que ça soit des livres à la première personne parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre. Mais en fait, ça m'a beaucoup aidé de voir une orthophoniste et je l'ai vue pendant 1 an, je crois. Et après, j'ai arrêté parce que bah, j'ai changé de cursus et ça, j'avais plus le temps en fait. Est-ce que tu ressens aujourd'hui des difficultés dans tes études à cause de ça? Ou est-ce que tu trouves que l'école dans laquelle tu es aujourd'hui a réussi à s'adapter pour t'aider? Alors, bah, donc, du coup, je suis plus à la fac, donc maintenant je suis en immobilier. Et parce que j'ai changé, parce que ça me plaisait pas. Et donc, quand je suis arrivée donc, en immobilier, j'ai arrêté la fac avant de reprendre l'immobilier parce que j'ai arrêté la fac en mars et l'immobilier, ça se commençait en septembre. Donc entre les 2, j'ai fait des saisons, mais j'ai trouvé mon alternance aussi. Donc pendant mon alternance, ce qui était compliqué, c'est que je me sentais de leur dire à mes entretiens que j'étais dyslexique, donc que j'avais des lacunes, mais je travaillais sur ça et que en fait, ça faisait ma force aussi parce que bah, j'y consacrais du temps et de l'énergie. Donc dans ma première entreprise, ça n'a pas posé de problème ma dyslexie. Aucun. Pendant les entretiens, ils ont été très compréhensifs, c'était super cool. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai voulu mettre en place donc le tiers-temps, les choses comme ça, parce que je passais mes premières partielles à la fac sur ordinateur et pas en écrit. Et en fait, dans mon école actuelle, le problème, c'est qu'on n'a pas une personne chargée de ça dans l'école. C'est une personne globale au niveau national qui encadre toutes les personnes qui ont des handicaps dans toute la France. Donc j'ai essayé de l'avoir en ligne, je l'ai jamais eu au téléphone. Après, elle a essayé de me relancer, sauf que bah, j'ai pas réussi à l'avoir. Et donc là encore aujourd'hui, je suis en 3e année et il n'y a rien qui a été mis en place.
au niveau national, mais au niveau de l'école en elle-même, ils sont au courant et mes formateurs sont au courant. Donc, il y a une forme de... Je sais pas comment dire, mais ils sont moins regardants sur les fautes d'orthographe, sur les copies, parce qu'ils savent que bah, du coup, j'ai une dyslexie assez sévère et que voilà. Et dans l'entreprise où je suis actuellement, quand j'ai passé mes entretiens, que j'ai dit que j'étais dyslexique, ça a un peu freiné mon employeur actuel parce que j'ai un poste où je dois échanger avec des notaires, j'échange avec des clients tous les jours et que du coup, ça perd un peu en crédibilité le fait de mal s'exprimer. Et au final, ça se passe très bien. J'ai fait mes preuves, j'ai montré que non, c'est pas parce que j'étais dyslexique que forcément je pouvais faire des fautes d'orthographe. Alors c'est vrai que j'en fais dans les messages quand j'envoie entre nous, mes collaborateurs, mais pas entre les clients et moi. Je fais très attention. Maintenant, on a plein d'outils pour ça aussi. Mais c'est vrai que au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah oui, en fait, ma dyslexie, en fait, elle va me freiner pour un job. Et au final, non. Donc, ça m'a rassurée. Est-ce que tu peux nous citer des outils que tu utilises au quotidien dans ton travail qui te permettent de, peut-être même à l'école, est-ce que tu as un ordinateur? Parce que je sais qu'il existe des ordinateurs adaptés. Est-ce que tu utilises ce genre d'outils dans ton quotidien? Moi, j'ai un ordinateur lambda. J'ai mon ordinateur depuis bien longtemps. Mais par contre, j'utilise tout le temps Reverso, et Scribun et Chat aussi. Il ne faut pas se le cacher non plus pour les reformulations de phrases. Mais Reverso, ce qui est bien, c'est que j'ai pu installer l'application sur mon ordinateur et que quand je sélectionne une phrase et que je fais clic droit, et ben, j'ai un petit icône qui s'affiche où en fait ça me corrige. Je peux cliquer dessus et ça me corrige les phrases directement. Donc ça, c'est un plus. Et maintenant, sur mon téléphone, j'ai un Apple et en fait, maintenant, avec l'IA intelligence, ça peut reformuler les phrases quand j'écris des SMS et corriger les fautes d'orthographe. Donc j'utilise ça. Ou sinon, la dictée vocale, j'appuie, je parle, ça s'écrit. Ok, super. Bah, écoute, je note pour toutes les petites astuces que tu as pu nous partager. Donc, pour reprendre, si j'ai bien compris, donc, tu as fait un bac STL. Quand tu es sorti, tu es Oui, parti en STAPS, donc STAPS plus, qui était du coup une année enfin, c'était finalement 2 ans d'études, et tu as arrêté au bout de la première année. Tu n'as pas c'est terminé ça. ta première année. Et là, du coup, tu as fait le choix de partir sur des études en immobilier, donc un bachelor. Euh, Comment ça t'est venu, cette envie de partir dans l'immobilier? Comment tu as découvert ça? Alors, en fait, quand j'étais petite, j'adorais faire visiter ma chambre comme si j'étais quelqu'un dans l'immobilier. J'adorais faire ça. Et ma maman m'a toujours dit que c'était un métier où on gagnait pas beaucoup d'argent, que c'était compliqué de faire de l'argent parce que elle connaissait pas vraiment le milieu de l'immobilier. Pour lui, il y avait juste l'agent immobilier qui fait visiter des maisons, vendre les maisons et la location. Donc voilà. Et en fait, elle m'a toujours dit ça. Et nous, on habite dans une ville euh, côtière. Donc en fait, il y a énormément d'agences immobilières. C'est vraiment un métier de requin au niveau de la côte. Donc c'est encore pire que dans d'autres villes. Donc en fait, elle m'a toujours dit que c'était pas un bon métier. Et en fait, arrivée donc à la fac, j'ai passé mes premières partielles où j'ai eu 6 en tout à mon semestre et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible. Je commençais à sécher les cours magistraux, je les séchais parce que bah il n'y a pas de fiche d'émargement, donc je préférais faire la grasse mat que d'aller au cours. Donc je me suis dit, en fait, jamais j'aurai mon année, jamais je pourrai redoubler. Enfin, genre, non, je peux pas. Et c'était inenvisageable pour moi de redoubler parce que j'avais jamais redoublé. Donc pour moi, c'était quelque chose que je voulais pas. Et au final, je me suis donc réinscrite sur Parcoursup. Je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire?» J'ai remis fac d'histoire, parce que je ne savais pas et je me suis dit: «Bah, je vais mettre l'immobilier comme ça, au pif», je sais pas. Je regardais les écoles, en fait, qu'il y avait autour de chez moi, parce que je savais pas quoi faire. Je voyais des écoles de commerce, je me suis dit: «Bon, bah, je vais mettre école de commerce». Je voyais immobilier, bon, moi, je vais mettre école d'immobilier et en plus, j'avais, physiquement la tenue vestimentaire qui allait dans des domaines comme... Enfin, je dis pas que l'habit fait le moine, mais quand on est en STAPS, les trois quarts des personnes sont en jogging, leggings. Moi, j'étais là en jupe, short, talons, collants. Enfin, j'avais pas le physique pour aller là-bas. Et je me suis dit, je vais mettre des écoles de commerce et tout. Et j'avais fait les portes ouvertes d'une école de commerce, donc Eurydice. Et au final, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça m'intéresse pas trop, mais on verra.
Et en fait, j'avais mis une école d'immobilier sur Parcoursup et ils m'ont appelée. Et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas aller aux portes ouvertes. Donc, j'ai été aux portes ouvertes. Le BTS, ça m'intéressait, mais pas du tout. Je trouvais qu'on était trop à l'école, j'aimais pas du tout. Et la directrice, donc, qui est maintenant directrice du campus, qui m'a dit, bah, écoute, on ouvre une nouvelle formation. Donc, c'est un programme grande école sur 3 ans qui a un peu accès à l'international où tu es 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Je pense que ça peut plus te plaire. Donc, je regarde le programme, les cours, je dis, ah, j'aime bien et tout, j'adore, ok, pourquoi pas. Donc, le week-end, je me souviens, j'étais chez mes grands-parents avec mes parents en plus, donc on parle de tout ça. Je montre la feuille, ma mère elle me dit oui, tu sais très bien ce que j'en pense, mais si tu as envie de faire ça, fais-le. Enfin, si tu trouves que pour toi, tu as envie de faire de l'immobilier, fais de l'immobilier. C'est vrai que tu as un discours commercial, enfin, on te voit bien dans le commerce. Et au final, j'ai passé le concours d'entrée. J'ai su tout de suite que j'ai été prise. J'ai su même pas 48 heures après. Et je me suis dit, bon, bah, je vais trouver une alternance maintenant. Et donc, comme j'ai été prise à l'école, j'ai arrêté la fac. Je préférais avoir une solution de secours avant de me retrouver sans rien. Parce que je me suis dit, même si au pire, à la fac, je ne l'ai pas, bah, je redoublerai, tant pis, c'est pas. Et donc, au final, j'étais prise en immobilier, j'ai arrêté la fac et je me suis consacrée à trouver une alternance que j'ai trouvée en même pas 2 semaines. Donc, moi, c'était en 2023, mars 2023, que j'ai trouvé mon alternance. Et ensuite, donc, j'ai fait des saisons. Et après, j'ai commencé début juillet dans mon entreprise quand j'ai commencé immobilier. J'ai commencé avant de commencer l'école. Et après, j'ai commencé l'école en octobre. Et là, je suis en 3e année. Et j'ai changé d'alternance au bout de 2 ans. Et comment ça se passe l'alternance? Parce que c'était nouveau pour toi, à la fac, tu étais en cours. Maintenant, tu passes une partie de ton temps à l'école et une partie de ton temps en entreprise. Comment tu gères le travail personnel? Je ne sais pas si vous avez des évaluations régulièrement. Comment tu gères ça? Euh, Moi, l'alternance, ça m'a pas fait un grand choc parce que, bah, en fait, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Donc, en fait, niveau travail, je savais c'était quoi le travail, je savais c'était quoi les horaires, sachant qu'en plus, je faisais de la restauration en saison. Donc, ça me dérangeait pas. Après, l'avantage, c'est que je suis en 1 semaine par mois à l'école. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est un petit groupe. On était 16 au début et maintenant on est 7 parce que certains n'ont pas trouvé d'alternance, certains en fait se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Et donc au fur et à mesure, on a eu un petit groupe. 1 semaine, c'est très bien d'école parce que moi, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas l'école, c'est qu'il m'en faut pas trop. Voilà. Mais le temps personnel, les devoirs, bah, je sais pas trop comment dire. En fait, je m'y prends un peu à la dernière minute. Je prends pas le temps de faire les devoirs, par exemple, quand on a un contrôle et que je sais que le contrôle, c'est le mercredi de l'école. Mais en fait, le lundi, mardi, je suis à l'école, donc je finis plus tôt. Et donc, je révise le lundi, mardi. Je pense pas forcément à réviser quand je suis en entreprise. Ou alors, quand, par exemple, c'est tout ce qui est devoir, par exemple, exposer, devoir comme ça, qu'on doit rendre. Ça, par contre, je l'ai fait le soir parce que c'est quelque chose que j'adore, tout ce qui est communication, design ou les choses comme ça. Tout ce qui est diapo et tout, je les fais tous pendant le temps du travail, mais le soir. Mais sinon, pour les évaluations, on en a certaines, ouais. Mais là, par exemple, on est en dernière année, donc là, il y a toutes les partielles qui vont arriver. Il y a le mémoire qui commence à arriver. Donc là, j'avoue que je commence à stresser parce que je me demande comment je vais gérer les révisions des partiels et aussi le temps de travail en entreprise. C'est un peu short parce que, bah, en fait, on travaille, donc on finit minimum à 18 h horaire de bureau, mais en fait, on finit jamais à 18 h. Dans l'immobilier, on fait jamais du 9h30, 18 h. On fait du 9h30 et des fois, ça pousse jusqu'à 18h30, 19 h, 19h30, 20 h. Tout dépend de ce qu'on fait et je travaille le week-end parce que, bah, en fait, pour des visites, des choses comme ça aussi, donc on ne s'arrête jamais, donc c'est compliqué de trouver le moment pour faire ses devoirs sur son temps personnel. Mais des fois, on n'a pas le choix, donc faut bien. Mais c'est compliqué, c'est une gymnastique à prendre. Ok, je comprends qu'effectivement, finalement, en fait, tu as deux casquettes qui sont l'une à côté de l'autre et parfois qui se chevauchent. C'est que tu es vraiment, finalement, au sein d'une équipe professionnelle et on attend de toi la même chose que n'importe qui d'autre dans l'équipe.
Mais tu as un statut particulier, c'est que toi, une semaine par mois, tu apprends des choses et qu'à un moment, en fait, tu vas devoir être évalué dessus. Et surtout, il y a la volonté de valider ton diplôme qui est l'aboutissement de ces 3 ans. Ok, très bien. Je voulais savoir, parce que tu disais que tu as travaillé à partir de tes 15 ans, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté d'avoir des jobs en parallèle de tes études? Ça m'a apporté tellement de choses, mais tellement. Je sais que quand j'aurai des enfants, je voudrais qu'ils travaillent aussi à partir de l'âge de 15 ans. J'ai commencé à travailler à 15 ans en faisant le castrage des maïs. J'habitais à 30 minutes en scooter des champs. Donc en fait, c'est mes parents qui m'ont dit, bah, tu veux, bah, tu travailles pour avoir l'argent pour te payer ça. Je me souviens, c'était mon premier téléphone que je voulais absolument un Apple et tout. Mes parents me disent, bah, tu veux, bah, tu trouves un boulot, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent et tu pourras te l'acheter. Ça m'a inculqué la valeur de l'argent, en fait, où on n'a rien sans rien. Faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Ça m'a appris donc ça pour les maïs, c'est que je me souviens, il pleuvait à torrent, c'était horrible, il y avait des conditions qui étaient atroces, ou alors il faisait super chaud, mais ça m'a inculqué la motivation où le matin on se lève, on me dit bon bah il pleut, j'ai pas envie d'y aller, bah tu te dis bah non parce qu'en fait, enfin faut que j'ai mon argent pour m'acheter mon téléphone, donc en fait c'est un peu la carotte. Et donc ça m'a apporté la notion de l'argent. Et ensuite, j'ai travaillé donc, en restauration. J'ai fait 2 ans dans un restaurant et 2 autres années dans l'autre. Dans le premier restaurant, en fait, j'étais la plus jeune de l'équipe. Donc j'ai travaillé donc, l'été de mes 16 à 17 ans. Donc j'ai travaillé en cuisine, donc j'avais pas tout ce qui est... j'avais pas le droit de toucher l'alcool et tout, je pouvais pas être serveuse. Et en plus, il fallait une dérogation de mes parents comme bah, j'avais 16 ans. Et comme j'étais avec une équipe où ils étaient tous majeurs, j'ai mûri, mais d'un seul coup, parce que de rester avec des personnes plus vieilles, où je passais tout mon temps avec eux, tout mon été avec eux, même le soir à la débauche, je restais avec eux. Ça m'a appris plein de choses sur la vie. J'ai grandi, j'ai mûri. J'ai appris aussi encore plus à notion de l'argent parce que je gagnais encore plus d'argent du coup. Parce qu'on passe de travailler 2 semaines en été à 2 mois complets où bah faut savoir gérer son budget parce que c'est une grosse somme tout de suite qui arrive sur son compte en banque. À l'âge de 16 ans, on se dit waouh, je vais pouvoir m'acheter plein de trucs. Et en fait, bah pas du tout. Ce que je fais, c'est que je mettais énormément de côté. Même depuis toute petite, mes parents, ils essayaient aussi de m'inculquer la. J'ai pas jamais été à plaindre. Ils m'ont toujours inculqué la notion de l'argent. T'as eu 50 euros, bah, tu veux t'acheter ça, bah, au pire, tu prends celui d'occasion et les 30 euros, tu les mets de côté. Comme ça, plus tard, tu pourras t'acheter ça. Enfin, c'était tout un processus. Et donc là, c'était pareil avec mes saisons où j'ai vraiment appris à mettre de côté parce que je me suis dit en plus, bah, j'ai bientôt en études sup, va bientôt falloir que je m'achète plein de meubles pour un appartement. Et donc, il y a eu tout ça qui rentrait en jeu. Et donc, j'ai fait donc, ces saisons-là. Donc, les 2 saisons-là, elles m'ont appris plein de choses. Et après, donc, les 2 autres, c'était avant que je commence l'immobilier. Donc, j'avais commencé la saison en avance à partir du mois d'avril. Et le problème, c'est que là, ça m'a appris la détermination parce que quand on m'a appelé pour commencer mon alternance en juillet, et bah j'ai dit bah non en fait j'ai signé un contrat pour faire une saison, je peux pas commencer en juillet, je peux pas les planter en plein milieu de l'été. Donc on me demandait de commencer le 17 juillet. Et la patronne de l'agence immobilière m'a dit bah c'est soit tu viens, soit le 17 juillet tu es devant l'agence, soit tu viens pas et on ne prend plus. Donc du coup j'ai dû prendre sur moi, dire à mes patrons du restaurant que bah j'avais pas le choix de commencer mon alternance maintenant et que du coup par contre à contrario je l'ai planté mais que je me proposais de venir travailler tous les week-ends là-bas. Donc ils m'ont dit oui. Donc j'ai fait donc mi-juillet et tout le mois d'août. Je faisais du 7-7. Je commençais le lundi au vendredi à l'agence sur Nantes et je descendais en Vendée. Donc, je faisais 1 heure et demie de route le soir pour travailler le week-end et je repartais le dimanche soir. Ça m'a appris donc la détermination et comme quoi, des fois, bah, on me dit oui, bah, on n'a pas le choix, donc faut continuer, quoi. Donc, Oui, voilà. écoute, tu fais preuve de beaucoup de maturité parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient planté le patron du resto en dernière minute. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le domaine de l'immobilier maintenant que ça fait un peu plus de 2 ans que tu y es? C'est quoi qui te plaît le plus?
Je pense qu'il me plaît le plus, c'est de discuter avec les personnes. C'est de comprendre. Par exemple, lundi, j'étais estimée de maison. Je suis restée 2 heures là-bas parce que, en fait, j'aime comprendre le projet des gens, du pourquoi, du comment ils veulent déménager ou ils veulent s'installer dans une maison pour vraiment essayer de capter toutes les petites choses pour ensuite leur proposer la meilleure chose pour eux. Donc vraiment les suivre dans leur projet de vie parce que acheter une maison ou un appartement ou vendre, c'est pas une chose anodine. Sauf pour les investisseurs où en fait eux ils regardent ça juste avec des calculs de rentabilité. Mais les personnes qui ont des réels projets par la suite d'achat de maison parce qu'ils veulent des enfants en plus ou ils veulent vendre leur maison parce que bah, ils sont retraités et ils veulent s'installer sur la côte, et bah ça c'est ce que j'aime le plus dans les aider à se projeter et faire avancer leurs projets et échanger avec eux et mieux comprendre leurs besoins. Je pense que c'est la chose que je préfère dans ce métier-là. Si tu devais expliquer les différents secteurs, ou en tous les cas les différents types de postes en fait, ton bachelor, il te permet d'accéder finalement à plein de métiers différents dans l'immobilier. Est-ce que tu pourrais nous parler des différents métiers pour peut-être guider les étudiants qui ne savent pas trop à quoi s'attendre? Parce que finalement, c'est vrai que quand on parle d'études en immobilier, la première image qui nous vient, c'est l'agent immobilier qui va vendre ou acheter une maison, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe parce que même moi, quand je suis arrivée donc, dans ma classe, il y a des métiers que je ne connaissais pas dans l'immobilier. Il y a quelqu'un de ma classe, lui, qui fait de l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes directeur d'une entreprise, vous cherchez des bureaux pour remettre vos employés, et ben, il fait appel à vous pour trouver ça donc en location ou à l'achat. Il y a aussi donc la gestion locative. Donc quand on gère les problèmes quand vous habitez dans un appartement et qu'il y a une fuite d'eau, et ben, vous appelez quelqu'un dans une agence immobilière et vous lui dites bah, j'ai un problème avec mon logement. Et ben, en fait, c'est cette personne-là avec qui vous êtes en communication et qui va essayer d'améliorer, enfin de régler le problème. Ben, on a aussi donc la location, donc celui par contre lui qui fait les états des lieux d'entrée et de sortie, qui vous trouve une location. Donc on a l'agent immobilier en transaction, donc comme moi. On a la copropriété aussi, donc le syndic, qui gère donc tout un bâtiment d'un immeuble avec donc les travaux possibles. C'est un métier qui est hyper intéressant parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ce côté-là dans le syndic, ou bah, les ravalements de façade. Donc il y a plein de choses, les PV d'AG, on doit tenir une assemblée générale et parler de tout ce qu'on va parler dans la copropriété. Et on a aussi tout ce qui est niveau de la promotion, où c'est pour des projets qui doivent sortir de terre, pardon. Promotion, c'est pareil, on a le côté pro et le côté particulier, dans le sens où on a de la promotion pour de l'habitat neuf, par exemple, sur Nantes. Je ne sais pas si vous visualisez le nouveau quartier République, où il y a beaucoup de bâtiments neufs, et à côté du nouveau CHU, où il y a beaucoup d'immeubles neufs. Bah, c'est pareil, ça, c'est la promotion de l'habitat. Et sinon, s'il y a un Leclerc qui veut s'implanter et qui a un grand terrain, ça, c'est avec la promotion, mais niveau professionnel. Ok, donc super vaste finalement. Il y a pas qu'un. En fait, c'est beaucoup moins réducteur que ce qu'on peut imaginer. Quel type de matière tu as au cours de tes études? Est-ce que tu fais, j'en sais rien, de la comptabilité, de l'architecture, des choses comme ça? Ça dépend des. Par exemple, moi, j'ai pas les mêmes matières qu'un BTS. Le BTS, ils ont architecture, ils ont aussi de l'anglais, ils ont de la transaction, de la gestion locative, de la copropriété. Ils ont aussi gestion de projet, donc ça c'est pour le après BTS, qu'est-ce qu'ils vont faire après, s'ils veulent continuer dans d'autres études ou non. Il y a plein de matières qui sont différentes que moi, ce que j'ai fait. Mais dites-vous que si vous faites un BTS ou un bachelor et que c'est lié à l'immobilier, vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez dans l'immobilier en faisant une formation. Vous voulez faire du syndic, bah, vous pouvez faire un BTS immobilier parce que vous allez voir cette matière-là. En fait, vous allez avoir une triple casquette, j'ai envie de dire.
Parce que moi, si je veux demain partir en syndic, je peux parce que j'ai les connaissances pour, parce que j'ai eu la matière copropriété. Donc, je peux faire ça. Gestion locative, pareil, je peux. Après, c'est vrai que j'ai l'avantage, c'est que j'ai fait un peu de location aussi dans la première agence où j'étais. Donc, j'avais une double casquette en plus. Donc, j'ai encore plus des connaissances. Mais les matières qui nous donnent, enfin, les matières qu'on a sont un gros plus. Parce que moi, donc, sur mon programme de 3 ans, j'ai eu du marketing, j'ai eu de la communication, j'ai eu donc transaction, prospection, j'ai eu négociation d'une proposition commerciale, pardon. J'ai donc économie, mais ça aussi vous avez en BTS, commerce international. On a tellement de matières en fait que on apprend plein de choses et ça nous aide au quotidien dans notre travail. Je comprends. Et c'est le but finalement de l'alternance. Si c'était C'est complètement ça. décorrélé de ta réalité terrain, ce serait problématique parce qu'en fait, le but, c'est de vous rendre professionnel. Et c'est le côté intéressant, je trouve, de l'alternance qui est différent d'une formation en initiale, où il peut y avoir des stages et les stages peuvent être positifs. Mais là, en fait, tu es vraiment en permanence à faire un parallèle entre ce que tu vois en cours et ce que tu as finalement en entreprise dans ton quotidien. Et tu vois même peut-être des choses qui ne te sont pas utiles parce que dans le poste que tu occupes, bah, en fait, c'est pas des choses qui font partie de tes missions, mais au moins tu le sais, et si tu évolues sur d'autres fonctions, tu pourras les utiliser, quoi. En vrai, ça sert toujours, surtout dans la transaction, je pense, d'étudier toutes ces matières-là. Parce que, en fait, quand on étudie un appartement qui est en vente dans une copropriété, et le fait de savoir lire un PV d'AG, les décomptes de charges et tout, ça aide énormément. Donc ça, c'est un avantage aussi de lier ce qu'on voit à l'école à ce qu'on voit au travail. Et même des fois, il y a des trucs que je vois à l'école que j'apprends à mes collègues et inversement. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Je voulais revenir sur ton année de STAPS que tu n'as pas menée à terme. Est-ce que tu as l'impression d'avoir échoué quelque part? Ou est-ce que tu t'en as pas fait un échec? J'en ai pas fait un échec parce que ça m'a appris que j'étais pas faite pour rester sur les bancs de l'école. Ça m'a appris que en fait, des fois, faut savoir se remettre en question. Que faut pas se dire je vais me forcer parce que j'ai choisi de faire ça. Faut savoir dire stop et se dire bah non, je vais pas me forcer à faire ça parce que j'aime pas ça. J'ai rencontré aussi des amis en or en fait, donc qui sont toujours actuellement mes amis aussi. Donc en fait, c'est pas du tout un échec pour moi parce que même j'ai vécu pas mal de choses. Stab, c'est reconnu pour être des fêtards. Et oui, c'était, je crois, mon année de STAPS, c'était la meilleure année que j'ai eue où j'ai vraiment vécu ma vie étudiante à fond. Donc, j'ai mais aucun regret d'avoir commencé STAPS et d'avoir arrêté en plein milieu parce que c'était la bonne chose pour moi. Et même, je me blessais en sport, donc je savais même que j'étais pas faite pour faire ça. Enfin, ça servait plus à rien que je continue, mais c'était vraiment des très bons 6 premiers mois, je dirais. C'était génial et j'en garde un très bon souvenir et pas un échec. C'est très positif en tous les cas. Qu'est-ce Mmh. qui t'aurait fallu éventuellement en arrivant à la fac pour réussir à vivre cette année plus sereinement? Parce que j'avais l'impression que vous étiez quand même un peu accompagnés. Et pour autant, tu disais que la prise de notes, c'était difficile. Tu disais qu'au partiel, tu as eu 6. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour te permettre de finalement être plus sereine et de travailler plus régulièrement? Mmh, je sais pas trop parce qu'ils étaient là pour nous quand on était une petite promo. Mais en fait, c'était vraiment quand j'étais remise en fait toute seule dans le bain comme ça, que c'était compliqué pour moi de quand par exemple en CM on est énormément, on est plus de 300 dans une salle et il y a personne qui est là pour te regarder et te dire bah tu travailles pas, enfin t'écris pas tes cours. Je pense que, par exemple, quand j'étais en TD, j'écrivais mes cours, je prenais toutes mes notes parce que, en fait, il y avait le prof devant moi
et qu'on était peu, on n'était pas beaucoup. Alors que par exemple, quand on est en CM, on est énormément, le prof, il dit son cours, voilà, basta, tu prends en note, tu prends pas en note, tant pis pour toi. Donc je pense de l'accompagnement, bah, en fait, ça dépend de chacun parce que certains sont faits pour être, ça les dérange pas la prise de notes, d'être en cours magistraux, ça les dérange pas. Et en fait, certains, si par exemple vous aimez pas prendre de notes, vous aimez pas écouter longtemps un prof, bah en fait, je vous conseille pas de, enfin c'est horrible ce que je dis, mais je vous conseille pas de faire de la fac parce qu'en fait, vous allez vous perdre tout seul, vous allez pas prendre le temps de travailler. Et les seules fois où je travaillais mes cours après, c'est quand mes copines de la fac me forçaient à aller à la BU pour réviser avec elles parce que je savais qu'en fait c'était dans un endroit où j'étais obligée de travailler. Quand j'étais chez moi, je travaillais pas. Je préférais sortir voir mes copains, aller au bar parce que bah on est dans une grande ville, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas les parents chez nous, donc on peut sortir et rentrer à n'importe quelle heure. Donc je préférais largement faire ça que d'aller à la BU et réviser mes cours. Donc je pense qu'il faut de l'assiduité en soi. Il faut vraiment être assidu avec soi-même et faire un planning de révision. C'est bête, hein, un planning de révision, mais il faut le tenir. Il faut le faire, mais il faut le tenir. Je vois tout à fait. Tu as parlé du fait de ne pas voir les parents derrière soi. Pour autant, tes parents t'ont quand même, de ce que j'entends, relativement soutenu, ont été présents. Quel rôle ils ont joué dans ta scolarité? Oh, ils ont joué un rôle très très important. Quand j'étais en primaire, je me souviens, j'avais eu une mauvaise appréciation à mon trimestre. Ils m'ont privé de tablette pendant tout le trimestre. Et si j'avais une meilleure appréciation le trimestre, bah, je récupérais ma tablette. En fait, c'est des trucs bêtes d'éducation comme ça qui font que j'évolue et que je grandis, enfin que j'ai évolué et que j'ai grandi. Au lycée, enfin à la fac, j'avais pas le droit à mon téléphone la semaine. Ça, je leur en ai voulu énormément parce que j'avais l'impression d'avoir un décalage avec les autres de mon collège. Donc en fait, j'avais un téléphone de cachette, voilà. Mais sinon, ils m'ont toujours épaulée, soutenue. Mes grands-parents aussi, ils ont joué un très grand rôle là-dedans. Tout ce qui est niveau scolaire, en fait, ils m'ont écouté, ils ont été avec moi. Je leur disais, bah, je veux plus faire ça, je veux faire ça. Bah, ils m'ont soutenue. Et là, même récemment, quand j'ai vécu une période un peu creuse et compliquée dans l'immobilier, et bah, ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont écouté, ils m'ont épaulée. Et on a trouvé des solutions tous ensemble pour réussir à remonter la pente. Et c'est comme quand j'aurais dit, bah, j'aime pas la fac, j'ai envie d'arrêter. On me dit, c'est pas grave, c'est OK, genre, t'as le droit de pas aimer, t'as le droit de te planter, t'as que 18 ans. J'avais que 18 ans à l'époque. Donc, t'as le droit de te planter, t'as 18 ans, tu peux pas savoir à 18 ans qu'est-ce que tu veux faire jusqu'à tes 64 ans. C'est rare. Il y en a qui, par exemple, font des bacs pro et ils adorent et font ça jusqu'à leur retraite. Mais, euh, mais sinon, la majorité des personnes maintenant ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire à 18 ans et changent de métier entre les deux. La preuve, on change tous et en fait, l'avantage d'être écouté et épaulé, de comprendre les besoins de son enfant, et ben, je trouve que c'est un plus. Et même de laisser les portes ouvertes à son enfant, de dire si ça va pas ou non dans sa scolarité. S'il aime pas, il a le droit de pas aimer et de se réorienter. On a tout à fait droit, même là encore à l'heure d'aujourd'hui, pour bah, la question du master. Ils sont à l'écoute, où il y a un jour où j'ai pas envie, un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie, un jour je vais faire un autre truc. Et ben en fait, ils sont là, tu fais ce que tu veux, tu penses quoi le mieux pour toi. Je sais que mon père se renseigne vachement aussi quand je lui parle de quelque chose et il me donne son avis, toujours, toujours global, et il me dit qu'est-ce qu'il pense qui est le mieux pour moi ou pas, mais sans me forcer à faire les choses, juste en me donnant son avis. Et du coup, ça m'aide aussi à me dire, bah, mes parents ils me connaissent aussi. S'ils disent que ça, en fait, ils me voient pas là-dedans, peut-être ils ont raison. Et j'essaie de savoir pourquoi ils disent ça. Enfin, il faut être soutenu quand on veut changer de scolarité, c'est un gros plus. Ça me fait penser à une question. Quand du coup, tu étais en STAPS, tu t'es dit, je veux changer d'orientation et tu t'es représenté sur Parcoursup à ce moment-là. Tu n'as pas eu peur de passer après tous les terminales qui étaient peut-être, entre guillemets, prioritaires pour l'année? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Mais j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est de me retrouver avec donc des personnes plus jeunes que moi dans la classe. Ça, oui. Et l'autre truc, c'était en mode, j'avais peur de pas savoir faire comment on faisait Parcoursup parce qu'en fait, en terminale, on avait les profs qui sont formés pour nous former aussi à Parcoursup. Et là, donc, je me retrouvais toute seule
dans un appartement. En plus, ChatGPT, ça n'existait pas à ce moment-là. Et donc, à devoir faire Parcoursup toute seule. Je pense que maintenant, si ça m'arriverait, je pense que je saurais comment bien faire, comment bien m'inscrire. Parce que y a l'intelligence artificielle et c'est plus développé et ça aide plus que quand on est tout seul et qu'on ne sait pas faire. Moi, c'est ça qui me stressait le plus, de mal faire et donc de ne pas pouvoir être prise dans une formation. C'est le seul truc qui m'a stressée. Le reste, non. Tu n'y as pas pensé? Non, vraiment pas. Puis, du coup, j'ai pas eu le temps d'y penser parce que j'ai été prise dans l'autre école, donc j'ai pas dû faire Parcoursup. Finalement, c'est une bonne chose. Oui. Ma dernière question, tu nous as parlé du fait d'avoir fait des stages, que ça t'a aidé à confirmer, par exemple, un stage chez une kiné. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux élèves qui auraient des idées, mais qui ne sauraient pas trop de faire des stages pour confirmer ou peut-être infirmer une volonté d'orientation? Complètement. Je pense que vraiment faire un stage, c'est la meilleure chose qu'on peut faire réaliser. Ok, c'est embêtant, c'est pendant les vacances scolaires, parce que quand on est au lycée ou en troisième, en troisième, on a déjà fait un stage, donc on peut pas en faire un deuxième, ou alors il faut faire pendant le temps des vacances. C'est embêtant, ça mange une semaine de vacances. Mais dites-vous que c'est une semaine, contre ça se trouve 6 mois dans une école, en fait ça vous plaît pas, parce qu'en fait vous pensez aimer le métier et au final vous aimez pas, donc vous souffrez pendant 6 mois à vous forcer à faire quelque chose que vous aimez pas, alors que le stage c'est une semaine et vous vous rendez compte. Ça se trouve vous faites. J'ai déjà fait un stage en agroalimentaire en laboratoire. J'ai fait 3 jours alors que j'avais signé pour une semaine, ou je crois que j'ai fait 2 jours. Ça m'a pas plu. J'aimais pas, ça me pesait sur le moral. Je me suis dit non, en fait, je veux pas faire ça. Genre, je le sais tout de suite, j'ai passé 2 jours, je sais que je veux pas faire ça. Donc, j'ai été voir le directeur. Je dis écoutez, je suis désolée, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux faire et je le sais, je veux pas être un poids pour votre équipe et même pour moi, je préfère partir maintenant que en plus que je montre pas que j'ai pas d'intérêt pour la profession. Il m'a dit c'est très bien, c'est très honnête de ta part, tu sais ce que tu veux, donc pars. Et je suis partie et en fait je les ai toujours un peu en contact et en fait on me prend des nouvelles de temps en temps et ils ont pas du tout mal pris. Au contraire, ils ont vu ça comme un élan de courage et de s'affirmer. Donc je recommande vraiment de faire des stages. C'est vraiment, je pense, la meilleure chose à faire, un stage. Bon, allez, ma dernière question. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu étais peut-être en seconde ou en première? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et qui t'aurait permis de faire les choses différemment? Il faut pas se prendre la tête et que tout arrive quand ça doit arriver et qu'il ne faut pas trop réfléchir au futur. Parce qu'on nous demande de savoir ce qu'on veut faire, mais même nous, enfin, même moi, à mon âge, je ne sais même pas ce que je veux faire dans 2 ans. Donc en fait, ça sert à rien de se mettre une pression monumentale. Il faut aller étape par étape. Par exemple, si vous êtes au collège, il faut se dire, bon, faut que j'ai mon brevet. Et puis quand on est au lycée, on se dit, bon, faut que j'ai mon bac, mais il faut aussi que je trouve qu'est-ce que je veux faire, mais sans prise de tête. Vous prenez par exemple les matières que vous aimez le plus, vous trouvez un métier par exemple que vous voulez faire, que vous aimez faire, vous vous lancez là-dedans. Mais vous prenez pas la tête de ah mais je vais faire ce métier-là, mais en fait j'ai peur qu'on me juge parce que par exemple c'est un métier où on gagne pas énormément d'argent. Par exemple, si vous voulez être vendeuse Zara, faites des études dans le commerce pour être vendeuse Zara ou peu importe, mais ayez pas peur du jugement des autres et faites ce que vous voulez faire et vous prenez pas la tête. Merci beaucoup. De rien. Si des parents ou des élèves veulent te contacter pour te poser des questions sur tes études et des choses comme ça, est-ce que tu préfères qu'ils te contactent sur LinkedIn ou éventuellement est-ce que tu as un compte Instagram sur lequel c'est OK qu'ils te contactent? Sur LinkedIn, vous pouvez, et j'ai un compte Instagram pro aussi. Donc, vous pouvez aussi me contacter sur mon compte Instagram pro et ce serait un réel plaisir d'échanger ou de donner des petits tips un peu par-ci par-là. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, dans les notes de l'épisode, donc je mettrai tes contacts. Je mettrai également les sites dont tu as parlé qui te sont utiles au quotidien. Ouais, Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui aujourd'hui ont un diagnostic de dyslexie et qui ont peut-être pas tous les bons outils. Donc, je leur partagerai ce que tu nous as cité. Comme ça, si ça peut les aider, eh ben, c'est une bonne chose. Je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année.
Comme tu sais, Merci. n'hésite pas à venir me poser des questions sur ton organisation, comment organiser ses révisions, etc. Ce sera avec plaisir. Et puis, bah, on se revoit, je pense, l'année prochaine, nous, en cours. Oui, très bien. Bah, merci beaucoup à vous et j'hésiterai pas si j'ai besoin pour mes révisions. Ok, allez, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.